C'est le moment maintenant où on va parler de concret et on va parler de l'impact de la technologie sur notre quotidien. Et ce quotidien, c'est notre alimentation, c'est l'agriculture et c'est la question de l'agritech. L'agritech qui est un sujet majeur aujourd'hui en Méditerranée et en Afrique. Et la particularité de cette plénière, c'est que c'est la volonté d'une collectivité publique, le département des Bouches-du-Rhône, qui est le premier département agricole de France et qui a voulu faire cette année, dans le cadre d'une grande saison de la gastronomie, mettre à l'honneur la question des startups de l'agritech et a lancé un challenge pour la première fois, cher Pascal, qui s'appelle le Smart Food Challenge. Et ce Smart Food Challenge a récompensé des startups de l'agriculture qui innovent dans la téléirrigation, les nanotechnologies, les drones. Et on s'est dit avec le département des Bouches-du-Rhône, c'est important que ces startups puissent passer à l'échelle, non pas seulement sur leur territoire, mais aussi apporter des solutions et des innovations au sud de la Méditerranée. Et donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir plusieurs startups, le lauréat du Smart Food Challenge, également des startups qui viennent du Mali, des opérateurs qui viennent du Liban, une startup libanaise que vous avez vue tout à l'heure. Et je vous demande de les accueillir et bien entendu sous la modération, brillante modération de Dominique Larèche, rédactrice en chef de TV5 Monde, qui nous fait l'honneur et la métier de présent et qui va vous présenter nos intervenants que je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements. Merci. Voilà, merci Samir. Donc déjà, à titre personnel, je voulais vous dire que j'étais ravie d'être là au nom de TV5 Monde. Et alors, on va accueillir donc Sarah Toumi, qui est membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique et qui est marraine de SIBC et qui a mené des opérations justement pour planter du safran en Tunisie. On va accueillir également Christelle Khalil, qui est directrice de programme à Beritech au Liban. Senabou Dieng, qui est directrice générale de Maya au Mali. Elle s'est lancée dans la production de pots, de sauce. Hein, voilà. Je vais vous laisser vous asseoir peut-être à côté de madame. Et puis, j'ai oublié Sébastien Deprade, qui est cofondateur de VGD. Voilà, VGD, en fait, c'est pour fournir de la lumière pour que les plantes poussent mieux. Hein, j'ai résumé ça en langage un peu tout simple. De béotien, comme on dit, et de béotienne. Merci à vous d'être là. Alors, la problématique, elle est extrêmement importante. Pourquoi l'agritech? C'est qu'en fait, à l'horizon 2050, il y aura 10 milliards d'êtres humains sur la planète, 2,5 milliards sur le continent africain. On sait que ce monde agricole, il est soumis à une pression, à des contraintes écologiques, environnementales, sanitaires, mais aussi liées au fait que les gens voudront peut-être de mieux en mieux manger. La malbouffe n'a peut-être plus aussi longtemps devant elle. Et donc, face à toutes ces contraintes, on se demandait justement comment on peut faire une révolution verte et quelle est la part que le digital peut apporter justement pour pouvoir nourrir toutes ces bouches? En quoi le digital est une solution? Alors, je ne sais pas qui, justement, est-ce que... Peut-être que la première question, je peux la poser à Sarah. Sarah, qu'est-ce que le digital peut apporter comme solution, justement, quand on sait qu'il va falloir nourrir cette planète, qu'il y aura de plus en plus d'êtres humains avec toutes ces contraintes? Vous qui vous êtes lancé dans la plantation de safran, vous êtes revenu à la base, hein, n'est-ce pas? Oui, pas que du safran. Hein. Safran, c'est notre dernière trouvaille. Bonjour à tous. Donc, on est dans une planète qui a des ressources limitées en eau, en sol, en air. Et malheureusement, les choses ne s'arrangent pas. On arrive en 2050, on sera à 10 milliards sur cette planète et on ne sait pas vraiment déjà aujourd'hui, on n'arrive pas à nourrir l'ensemble de la population humaine. Alors, que dire en 2050 avec tous les effets du réchauffement, des changements climatiques qui vont arriver? Et c'est là que, selon moi, l'agritech peut jouer un rôle, en fait, parce que on doit trouver des solutions, et ces solutions, elles sont dans l'efficience. L'efficience, c'est l'efficacité en coût et en impact.
Et donc l'agritech, je ne vais pas vous détailler c'est quoi les technologies de l'agritech, enfin, on les connaît tous, hein, de la plateforme à l'IoT, en passant par les drones, les satellites, etc. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on met à disposition ces outils technologiques pour répondre à ces problématiques mondiales. Et en l'occurrence, nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Acacias for All, en plantant des arbres, pas que du safran, des arbres qui sont adaptés au climat aride et semi-aride, que l'on valorise dans des filières agroécologiques tournées vers le marché des super-aliments et des fragrances naturelles. Je vais prendre le micro, on se partage les micros, on est un petit peu short en micro, pour employer un mot qui n'est pas très français. Gardez, je vous en prie. Seynabou Dieng, vous qui vous êtes malienne, vous vivez au Mali, cette problématique, elle est d'autant plus importante dans un pays où il y a le stress hydrique très 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 fort. Dans un pays où on prend en général en moyenne un repas seulement par jour, c'est le cas de la plupart des Maliens. Alors oui, merci beaucoup pour la question. Je suis Seynabou Dieng, je suis malienne mais d'origine sénégalaise. Ma société Maya travaille avec les producteurs locaux. On est dans la transformation agroalimentaire, donc on collecte les légumes et les épices auprès des producteurs et on les transforme en conserves et en produits d'épicerie qui sont destinés au marché local d'abord, mais aussi à l'international. Donc c'est une problématique qui nous a touchés. Quand on a créé l'entreprise, c'était vraiment parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de connexion entre l'agro-industrie locale et la production locale, ce qui est un paradoxe quand on parle de développement. Donc on a voulu répondre à cette problématique avec du concret et avec une marque de produits locaux. Aujourd'hui, l'agritech nous aide beaucoup parce qu'on a commencé très très petit dans ma cuisine en 2017 et c'est à travers les réseaux sociaux qu'on a pu acquérir nos premiers clients. Il y a 20 ans, ce n'aurait pas été possible parce qu'entrer dans la grande distribution ici comme ailleurs, c'est un défi, mais c'est une opportunité également que nous offrent les nouvelles technologies aujourd'hui. Voilà. Justement, c'est une des sources de solutions, le fait que vous transformez les matières premières, Seynabou. Et ça, c'est un levier très important, puisqu'on sait que sur le continent, il y a, je crois, 50% des récoltes qui pourrissent, moisissent, qui ne sont pas consommées, qui ne sont plus consommables, faute de transformation, faute de transport, faute de consommateurs. Oui, effectivement, c'est sur l'agriculture maraîchère, c'est d'ailleurs la chaîne de valeur qui est la plus touchée par les pertes post-récolte après les fruits bien sûr. On a entre 30 et 50% de pertes post-récolte à différents niveaux de la chaîne. Donc aussi bien au niveau du producteur qu'au niveau du collecteur. Et ça s'explique parce que dans le cas du Mali, par exemple, la politique agricole a toujours insisté sur l'agriculture vivrière, donc les céréales, en délaissant tout à fait les légumes, ou je ne peux pas dire en délaissant, mais ça vient en second lieu. Donc tout ce qui est légumes, fruits, épices, agroforesterie, produits de cueillette, ce n'était pas vraiment une priorité. Il fallait d'abord nourrir les gens. Mais aujourd'hui, on se rend compte que là où il y a de la valeur ajoutée, c'est vraiment sur ces produits-là. C'est sur ces produits-là qu'on a de la valeur ajoutée. Et si on veut impacter le producteur, c'est en lui achetant du safran plus cher, en prenant du piment, c'est périssable, mais c'est plus cher, et en les transformant en produits pour l'international. Et nous, on arrive à répondre aussi à cette problématique de perte post-récolte, parce qu'on collecte également les produits invendus sur les marchés de Bamako à la fin de la journée. Voilà. Christelle Khalil, vous êtes directrice des programmes à Beritech. C'est le premier incubateur, c'est une pépinière libanaise, c'est le premier incubateur au Liban. Et vous êtes des pionniers, puisqu'en tant qu'incubateur, vous vous êtes très vite intéressé à l'agritech. C'est une problématique, justement, cette problématique de l'agritech, ou en tout cas cette problématique liée à l'agriculture et à l'alimentation, c'est une problématique que vous avez rapidement prise en compte en tant qu'incubateur.
Oui, donc bonjour à tous. Donc Beritech, c'est un incubateur, une pépinière d'entreprise qui existe au Liban depuis 2002 et qui s'intéresse à tous les aspects de l'innovation. Mais en 2017, donc ça fait 2 ans, on a lancé le premier accélérateur qui est en particulier qui s'adresse au secteur agroalimentaire. Parce que, comme on a dit, donc, c'est un secteur traditionnel qu'il faut vraiment améliorer, créer de nouvelles opportunités et résoudre des problèmes, non pas au Liban, mais dans toute la région. Donc, c'est un programme assez spécifique qui fait un appel à toutes les solutions d'innovation qui s'adressent au secteur agroalimentaire et qui résout beaucoup de problèmes comme a été évoqué. Donc, des problèmes qui est nécessaire pour l'introduction de la technologie et de la création de nouveaux emplois dans ce secteur-là. Et on s'adresse à la sécurité alimentaire, à la consommation d'énergie, aux nouveaux canaux de distribution grâce à la technologie, beaucoup d'opportunités. Donc, et jusqu'à maintenant, comment on aide les innovateurs à travers la mise en réseau, le business support, le financement. On donne des bourses, on donne des financements aussi et l'accès au marché. Rafik El-Alami, vous êtes directeur, alors je vais prononcer en anglais, même si je suis toujours un peu réfractaire, mais tant pis. Je travaille pour une chaîne francophone, normalement je n'ai pas trop le droit, mais je vais quand même le faire. Donc vous êtes directeur de Digital Learning et Digital for Research Labs, donc c'était en fait Sciences Po au Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, vous travaillez sur tous les programmes. Comment vous avez intégré, vous, cette question de l'agritech dans vos programmes universitaires? Merci. Donc, effectivement, donc, je m'occupe de 2 labs au niveau de l'université Mohamed VI Polytechnique. Donc, il y a une université qui a été créée avec un objectif de faire de la recherche appliquée, ce qu'on appelle mission research. Donc, c'est de la recherche appliquée pour résoudre des problèmes locaux. Et donc, quand je parle locaux, c'est le Maroc, c'est l'Afrique, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à un certain moment, donc, moi, je suis d'un background plus computer science, c'est pas de l'agriculture, donc c'est de la science pure, exactement, pas Sciences Po. Et donc, du coup, il y a quelques années, en fait, on s'était intéressé un petit peu à la partie agriculture. Donc, parce qu'on est une filiale du groupe OCP, donc, qui est le numéro 1 en termes de production de fertilisants phosphatés. Et donc, l'agriculture est une composante qui est importante. Donc, quand on a commencé à voir un petit peu ça, donc dans le Digital for Research, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que la plupart de la recherche qui est faite, même si ce n'est pas de la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée, en fin de compte, en fait, c'est une recherche qui va prouver des concepts pratiques, mais qui ne sont pas toujours utilisables pour le fermier. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est comment est-ce qu'on peut prendre ces modèles, cette recherche, et essayer de la traduire d'une manière à ce que ça soit profitable pour le fermier. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, ça devient une technologie qui est aussi consommable un petit peu par les startups. Donc, c'est un petit peu l'écosystème qu'on est en train d'essayer de créer au niveau du Digital for Research. Je reviendrai juste sur le point du rôle du digital dans l'agriculture. En fait, pour moi, l'agriculture, il y a toute une chaîne de valeur. Et le digital, le rôle, c'est un petit peu de minimiser les risques dans les différentes composantes de cette chaîne et d'optimiser cette composante. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut assister le fermier à prendre les meilleures décisions? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il va utiliser les meilleurs intrants au meilleur coût? Comment on va s'assurer qu'on va résoudre le problème de logistique, de distribution, trouver le client final, etc. Donc, c'est un petit peu le rôle que le digital peut jouer dans cette chaîne de valeur et l'optimisation de cette chaîne de valeur, et les opportunités sont énormes. Vous me facilitez la transition avec Sébastien Deprat, puisque vous êtes cofondateur de VGD. En fait, VGD, c'est comment on peut éclairer pour que les plantes poussent le mieux possible. Alors, c'est très technique. Quand on a préparé cette table ronde, c'est très, très intéressant, parce que j'ai quand même découvert qu'il fallait de la lumière bleue pour que les plantes poussent, après de la lumière rouge pour qu'elles mûrissent. Justement, quand on est dans une recherche comme la vôtre, dans le digital, dans le numérique, quelle est la réception du monde agricole, comment le monde agricole, qui est un monde plutôt classique, traditionnel, reçoit des innovations comme les vôtres? Alors, c'est une bonne question. Merci Dominique. Bonjour à tous. Donc, effectivement,
l'éclairage, souvent naturel, on a l'habitude, le soleil couvre la plupart des besoins des plantes, mais effectivement, il y a des carences en fonction de différents types de cultures, différents modes de production et différents lieux géographiques. Et tous ces ensembles vont permettre effectivement d'avoir des particularités où on va pouvoir venir agir avec de la lumière artificielle pour compenser ces carences. Et donc, dans plusieurs endroits dans le monde, on va prendre par exemple le nord de la France, le sud de la France, au Maroc, on en parlait ce matin, on a différentes typologies de manque de lumière. Et pour répondre concrètement à la question, effectivement, on va agir sur différentes couleurs. On peut parler du bleu, du rouge, on peut parler d'UV, on peut parler d'infrarouge. Donc on parle de longueur d'onde. Et ces longueurs d'onde sont visibles et invisibles pour certaines dans le soleil. Et on va compléter pour maximiser la croissance du végétal. L'objectif, nous, chez VGD, donc 10 personnes qui travaillent sur ce sujet, avec un centre de recherche appliqué qui est le CTIFL en France, Centre interprofessionnel de la filière fruits et légumes. Nous utilisons donc des procédés de contrôle de lumière en temps réel. Donc il y a de l'optimisation énergétique, bien entendu, mais l'objectif premier, c'est produire plus, mais mieux. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, encore très rapidement, on va avoir plusieurs leviers, donc effectivement produire plus, augmenter la qualité du fruit d'un point de vue organoleptique et physico-chimique, c'est-à-dire la teneur en sucre, par exemple, la teneur en vitamines, et potentiellement se positionner sur des marchés soit de niche, ou soit lever des verrous, ou augmenter la compétitivité de certains producteurs dans divers environnements de culture. Très bien. Christelle, Khalil, comment on fait pour mobiliser les agriculteurs ? Comment on fait pour travailler, pour connecter ce monde du numérique au monde agricole ? Oui, en fait, c'était une expérience parce que c'était donc introduire la technologie et l'innovation dans un secteur traditionnel. Ce n'est pas tellement facile. Donc, ce qu'on a fait, je peux partager notre expérience, c'est la mobilisation et la mise en contact de différents acteurs. Les universités, les départements de recherche qui travaillent sur des problématiques dans l'agroalimentaire, des municipalités, des organisations dans le domaine et des entrepreneurs. Et l'approche, je dirais, la plus intéressante, c'est emmener les organisations à dire vraiment c'est quoi leurs problèmes, les agriculteurs à évoquer aussi leurs problèmes et à inviter les entrepreneurs et les innovants pour venir et proposer des solutions. Et c'est comme ça qu'on a sélectionné les entrepreneurs qui répondent vraiment à des problématiques au niveau local, qui peuvent avoir un potentiel de développement. Et donc on les a fait introduire dans le programme d'accélération. Et on a fait beaucoup de start-up week-end, de roadshow dans les universités pour vraiment parler des problématiques. Donc c'est quoi le problème dans ce secteur-là, pour orienter un peu aussi le monde académique, les entrepreneurs vers des problématiques réelles. Donc, je dirais les événements de mise en réseau, échange d'expertise et les camps d'innovation comme les Startup Weekend, ça, c'était le plus efficace. Est-ce qu'il n'y a pas le danger, Sarah Toumi, on sait que déjà ce monde agricole ne vit pas très bien, que ce soit en Europe ou sur le continent africain, souvent les fermiers, les agriculteurs, les maraîchers, les cultivateurs, enfin qui fassent du lait ou autre chose, ont quand même souvent du mal à joindre les deux bouts. Et on ne parlera même pas des taux de suicide ici dans l'hémisphère nord qu'il y a chez les agriculteurs. Est-ce que du coup ce digital, ça ne va pas être une pression financière supplémentaire ? Comment il va falloir trouver une articulation ? On sait que les investissements sont parfois très lourds. Ça pèse déjà énormément. Comment faire ? C'est peut-être une question, il n'y a peut-être pas de réponse d'ailleurs à cette question, mais comment faire pour que ce ne soit pas une pression financière et supplémentaire sur ce monde agricole ? Moi, je crois beaucoup dans les partenariats structurants. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'agriculture en parlant juste de l'agriculteur. On doit parler de filière, on doit parler de synergie entre acteurs. Et c'est là, selon moi, où le digital peut vraiment avoir un rôle, c'est-à-dire qu'il permet de connecter tout le monde. Un agriculteur, par définition, souvent, sauf s'il innove en ville, mais
la plupart du temps, il est dans zone rurale. Parce qu'au Japon, quand même, ils cultivent à la verticale. Voilà, donc maintenant, bon, il y a l'hydroponie, tout ça, mais, mais en tout cas, si on parle du continent africain, on est dans des zones rurales, souvent éloignées, difficiles d'accès, et donc c'est très compliqué pour un agriculteur d'aller vendre déjà sa production, ce qui le rend vulnérable aux intermédiaires et aux spéculations. Selon moi, c'est vraiment ça le challenge. Et nous, c'est là-dessus, en tout cas chez Acacias for All, que l'on s'est focalisé. C'est comment on fait pour trouver des partenaires, pas financiers, mais des partenaires commerciaux qui s'engagent sur la longue durée à travers des contrats de production d'un minimum de 5 ans à racheter une production selon un modèle agroécologique qui permet du coup aux agriculteurs d'avoir une garantie d'accès à un revenu. Mais pour avoir un client qui s'engage, il faut bien entendu avoir des outils de traçabilité, de gestion, de management. Et là, c'est là aussi qu'il faut que l'agriculteur s'adapte. Et c'est là que les coûts arrivent. Parce que quand on doit mesurer la production au jour le jour, la qualité, l'impact environnemental et social de toute la production, et il faut mettre en place des capteurs IoT, il faut mettre en place des serveurs, il faut mettre en place des ordinateurs et une connexion Internet, et ça coûte cher. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas attendre des agriculteurs africains, ou même français, ou européens, qui s'engagent sur ces techniques parce qu'elles sont encore trop nouvelles. Et c'est là que les partenariats structurants, donc les industriels, les acheteurs, ont un rôle essentiel de tirer les filières vers le haut, grâce aux outils agritech. Sébastien Deprat, vous partagez l'analyse de Sarah, vous qui êtes du côté Oui. des fournisseurs de solutions. Opérationnellement parlant, c'est vrai que quand on fait une promesse au producteur, quel que soit le producteur, puisque une fois qu'on l'a identifié, c'est que le producteur semble du moins adapté à notre solution, il faut assurer la valeur et la promesse qui est faite. Donc il faut prendre certains risques et partager ces risques autour effectivement d'un dialogue financier qui est très important. Donc on va parler de ROI et il va falloir être au rendez-vous et potentiellement conditionner ce ROI pour rendre plus accessible la technologie proposée, alors pas forcément la mienne, toutes les AgTech, et rendre cette accessibilité plus limpide pour moi. Rafik, je pense, sur la partie applicative. Rafik. Donc, en fait, le fait d'apporter le digital dans la vie du fermier, je peux transposer ça même dans une entreprise. Quand on parle de transformation digitale, en fait, il y a une composante qui est hyper importante, c'est la composante humaine. C'est que pour cette personne qui va utiliser la technologie, c'est quelque chose de nouveau qui va apprendre, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir préparer, prendre le temps de le faire. Et il y a plusieurs manières, par exemple, pour un fermier de l'exposer à cette technologie. En fait, il y a tout l'écosystème autour, donc en termes de coopératives, les agents d'extension, etc. Donc, il ne faut pas vraiment aller directement vers le fermier et exiger qu'il soit la personne qui est en train d'utiliser les outils, mais d'essayer de voir comment est-ce que l'écosystème peut faire ça. Le deuxième point que j'ajouterais, c'est qu'en fait, et ça rejoint un petit peu le point d'optimisation de tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que le digital, c'est un nouveau challenge pour le fermier. Mais moi, je le vois aussi comme opportunité qui va simplifier toutes les autres tâches. Parce que si l'outil digital va me permettre de simplifier en tant que fermier les décisions, quand est-ce que je fais le semis, quel intrant je vais utiliser, quand est-ce que je l'utilise, comment je les utilise, et que l'outil digital me permet d'optimiser tout ça, en fait, le coût d'apprendre ou d'utiliser, d'adopter cet outil digital devient très minimal. Puis le troisième point que je voudrais faire, c'est que, et ça c'est une superbe opportunité en fait qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pense digital, on est dans la ferme connectée, de l'IoT, de l'investissement hardware et tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a, en termes de ce qu'on appelle le remote sensing, donc avec toutes les images satellites, les modèles de météo, etc., qu'il y a, tous les modèles existants, il y a la possibilité au fait de faire ce qu'on appelle le scalable precision farming. Et ça, c'est de dire, je vais donner toute l'information aux fermiers de telle sorte à ce qu'ils puissent faire pratiquement appliquer les techniques de precision farming, mais sans avoir à faire l'investissement initial. Donc, je pense en tout et pour tout, il y a une manière de trouver une bonne entente avec le fermier pour qu'il déploie le digital.
C'est peut-être aussi le moyen de rendre un peu cette profession attractive. Sénabou, le monde agricole, il a du mal à recruter un peu partout. Hein. C'est pas forcément agriculteur, c'est pas le métier qui fait rêver tous les jeunes. C'est vrai Et du que coup, le c'est digital, pas... ça peut peut-être amener de l'attractivité, non? C'est vrai, et puis ça ouvre des opportunités. Personnellement, je ne suis pas du tout issue d'une formation en agriculture, ou voilà, je suis plutôt marketing. Mais aujourd'hui, je pense que l'entrepreneur africain a ça de social qui veut rendre en fait à sa communauté, et ça nous pousse à nous investir dans différents secteurs auxquels on n'a pas pensé au début, y compris l'agriculture. Par rapport à ce qu'on vient de dire sur le digital, moi j'aimerais peut-être rajouter, avec mon point de vue de start-up, deux choses. C'est qu'aujourd'hui, l'industriel qui serait prêt peut-être à payer la solution, enfin, qui serait prêt à investir dans une solution digitale, ce n'est plus un industriel fortuné, c'est Maya. Et Maya a du mal à lever des fonds pour des choses très, très simples. Donc le digital n'est pas une priorité. Peut-être pour l'accès au marché, mais en amont, c'est difficile pour nous d'accompagner le producteur dans sa transformation digitale. L'autre chose, peut-être, c'est que le digital devrait venir avec, dans le cadre de l'Afrique et de mon marché, le digital doit venir avec l'infrastructure. Donc ça, elle a dit, il faut qu'on puisse avoir une connexion Internet, etc. Dans mon cas, ma problématique, c'est la logistique entre l'agriculteur en zone rurale et moi, mon unité de transformation à Bamako. Parfois même juste l'électricité, oui. Exactement. Il faut que le digital aujourd'hui puisse venir avec une forme d'infrastructure, parce que sinon l'entrepreneur se retrouve à gérer trop de choses en fait, et ce qui fait qu'on n'est pas compétitif. Donc, et en dernier lieu, je pense que beaucoup d'agritech, en tout cas dans le cas du Mali, font des choses exceptionnelles, mais que malheureusement Maya ne peut pas acheter. Et il faudrait qu'ils puissent s'insérer dans la chaîne de valeur en nous proposant des solutions qu'on peut payer, tout simplement. Sarah Toumi, justement, je disais, ça peut peut-être générer de l'attractivité chez les jeunes, parce que je crois savoir que vous, par exemple, dans vos plantations, ça a été pas toujours facile de recruter du monde. Vous pensez que justement cette question du digital, le numérique, ça peut donner envie aux jeunes de pratiquer ce métier? Alors, oui. Oui, mais pas encore, j'ai envie de dire. Je crois qu'il va falloir encore quelques années de pratique pour vraiment que les jeunes voient que les métiers de l'agriculture deviennent intéressants, deviennent vraiment attractifs, même financièrement, grâce à l'agritech. Parce qu'en fait, ces jeunes, même s'ils ne vont pas être directement agriculteurs, on va avoir besoin d'eux sur des points logistiques, sur des points de transformation, sur des points de collecte, sur des points de contrôle de la qualité, sur des points d'audit. Et en fait, tout ça, ça demande en fait des personnes éduquées au minimum, qui savent écrire et lire. Donc souvent des jeunes et qui sont connectés, souvent les jeunes. Après, comme je dis, on n'y est pas, hein, franchement. Justement, les investisseurs, vous en parlez, Sénabou, les investisseurs, ça les intéresse, ce secteur de l'agritech, ou ça reste encore un secteur qui les passionne pas vraiment? Je pense que le cas que vous avez mis au début de l'introduction de cette session, c'est il y a une conscience générale au fait que la partie agriculture est hyper importante pour le futur, pas de l'humanité, parce qu'il y a tellement de bouches à nourrir, les zones arables sont en train de diminuer avec l'extension de l'urbanisme et tout, et donc on sait très très bien qu'il va falloir qu'il y ait une intensification raisonnée, qu'il y ait des investissements en termes d'agritech, etc., pour accélérer, pour répondre à ces besoins. Donc je pense que le marché long terme est là. Et ça va intéresser énormément les investisseurs. C'est juste qu'aujourd'hui, l'acheteur, c'est le maillon le plus faible de la chaîne, c'est le fermier. Et c'est lui qui
comme j'avais dit, au fait, il doit être l'expert de sol, l'expert de la météo, le financier, le bon acheteur, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est lui qui prend tout le risque. Et donc, tout ce risque-là, la plupart du temps, ça ne paye pas. Et donc, lui, il n'a pas suffisamment d'argent. Donc, je pense qu'avec, surtout si on part un petit peu dans la partie scalability de la precision farming que j'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, peut-être qu'on va renverser un petit peu cette tendance, faire du fermier quelqu'un qui va pouvoir faire des revenus et avoir un pouvoir d'achat qui est un peu plus important. Et j'espère qu'à ce moment-là, ça va devenir encore plus intéressant pour les investisseurs. Sébastien Deprane, ça les intéresse, les investisseurs, des solutions comme les vôtres? C'est facile de lever des fonds? Oui, en France et aussi en Europe et en Outre-Atlantique, effectivement, il y a des fonds spécialisés. On voit, alors pour le vertical farming, limite une spéculation outre-Atlantique comme à l'ère en 2000 pour l'ADSL. Donc ça, c'est pour le vertical farming. Et pour tout ce qui est agtech, effectivement, en France et en Europe, très sincèrement, une fois qu'on a une solution pertinente et qui est avérée, appliquée, et avec une scalabilité intéressante pour les producteurs, effectivement, on a un panel d'investisseurs qui sont sensibles à ces technologies pour l'agriculture. Sénabou, j'avais une question sur le continent, et notamment en Afrique subsaharienne. On voit souvent les gens se jeter sur les produits venus de l'étranger, très peu sur les produits locaux. Il y a aussi tout un problème de packaging, aussi, d'emballage, on va dire. Comment ça peut se régler? Est-ce que le digital peut apporter des solutions? Est-ce que justement le numérique, ça peut constituer une solution pour quelqu'un comme vous qui vendez finalement des produits locaux transformés? Oui, c'est vrai que oui, au niveau du sourcing des emballages, c'est une solution. Parce qu'aujourd'hui, si je tape bocal en verre 200 millilitres sur Google, j'ai énormément de références et je peux aussi les acheter à distance. C'est-à-dire que mes premières commandes, je n'ai pas eu à me déplacer. J'ai juste acheté avec un paiement en ligne et on m'a envoyé mes bocaux jusqu'à Bamako. Donc ça a un coût par contre. Ça a un coût, mais c'est vrai que le digital nous aide beaucoup sur cet aspect du packaging. La raison pour laquelle les gens traditionnellement n'achetaient pas les produits locaux, c'est vraiment ça, c'est le packaging, c'est le marketing qu'il y a autour. Et aujourd'hui, le digital nous aide à dépasser cette barrière. Donc c'est intéressant. Christelle Khalil, on a vu, il y a souvent des sujets qui ont pu être faits sur des drones, sur l'irrigation, les capteurs. Enfin, on voit plein d'innovations dans le domaine du numérique. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ce qu'on appelle les coûts de com et les solutions véritables qui sont apportées au monde agricole? Oui, donc je pense que c'est relié plutôt à tout ce qui est spécifique au secteur. Et là, l'important, c'est vraiment d'avoir, donc qu'est-ce qui rend l'accompagnement des entrepreneurs différents dans ce secteur-là? C'est vraiment comprendre les besoins des agriculteurs, comprendre les besoins de la chaîne de valeur, l'impact de l'introduction de la technologie et prendre en compte tous les acteurs durant la chaîne de valeur. Donc je dirais plus l'expertise reliée au secteur, les mesures de support, de financement, que ça soit vraiment personnalisé à ce secteur-là. Sébastien Deprane, vous n'avez pas eu la peur parfois de tomber justement avec votre solution, vous, dans ces sujets un peu comme Non, déjà il y a une partie, pour une start-up, il y a une partie benchmark qui est importante. Que ce soit sur sa zone géographique et aussi quand on va à l'international. Donc pour notre part, nous, on est les seuls encore à proposer ce que l'on fait, mais outrement cette spécialité, effectivement, il faut... tout à l'heure, on parlait de réinventer la roue ou pas. Parfois, il y a certaines briques techno qui sont mal ou pas bien utilisées, et ne serait-ce qu'avoir la bonne idée pour bien utiliser ces briques techno peut répondre à cette question. Donc ça, c'est intéressant. Et utiliser la recherche fondamentale après pour l'appliquer est une deuxième aussi réponse pour lever des nouveaux verrous.
J'ai une question qui concerne plus particulièrement l'Afrique. On a vu un peu les désastres de l'agriculture intensive dans l'hémisphère nord, outre-Atlantique encore plus fortement. Comment on peut résoudre cette équation sur le continent, en Afrique notamment, ou pas d'ailleurs, en Afrique tout court? Comment on peut résoudre cela et surtout éviter que les agriculteurs africains tombent dans le piège de l'agriculture intensive, avec tout ce qu'elle peut comporter comme affres et autres difficultés sanitaires? Donc, effectivement, en fait, aujourd'hui, il y a au niveau des pays développés, si on compare par exemple les intrants, les quantités d'intrants qui sont utilisés, que ce soit en termes de fertilisants, en termes de tout ce qui est phytosanitaire, etc., donc les niveaux d'utilisation sont assez importants. En fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, et il faut vraiment faire attention parce que quand on fait le contraste avec les pays en voie de développement, en fait, la réalité actuelle est autre. C'est qu'aujourd'hui, quand on a par exemple, dans les pays développés, on atteint quelque chose comme 250 kg, 300 kg de fertilisants par hectare. Dans les pays africains, on est à 10, 20, au meilleur des cas, à 30 kg par hectare. Et donc, ce qui cause en fait, la possibilité de ne pas pouvoir satisfaire le besoin des gens, la non-disponibilité des produits locaux, etc., ou la difficulté de prédire la disponibilité des produits locaux. Donc aujourd'hui, c'est important pour nous ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, en termes d'intensification de la production, il y a toujours cette intensification raisonnée. Pourquoi? Parce que, en fait, même en termes si on prend par exemple le phosphate comme intrant des fertilisants, en fait, c'est un produit c'est un minéraux qui est non renouvelable. Et donc, il y a une quantité sur Terre qui va nourrir l'humanité eternam aeternam. Et à ce moment-là, pour nous, c'est une importance c'est hyper important de faire toute la recherche nécessaire de telle sorte à ce que toutes les composantes, par exemple, de fertilisants qu'on met sont complètement utilisées pour la plante pour produire des choses à nourrir. Et donc, il y a énormément de recherches qui se fait au niveau, par exemple, de l'université et plein d'autres universités de partout dans le monde où on veut essayer de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser cette fertilisation de telle sorte à ce que, en fait, on puisse bénéficier de ces réserves pour toujours. Et ça, je crois, c'est le challenge. Sarah, c'est Nabou, vous qui vous avez quel modèle pour l'agriculture de demain en Afrique? Très modestement, je dirais ce modèle-là, en fait, le modèle qu'on est en train d'appliquer, moi je trouve qu'il est assez intéressant et il génère déjà des impacts parce que depuis notre création, on a quand même impacté 200 personnes dans 11 coopératives au Mali et c'est comme ça que ça devrait se passer. Je pense qu'on ne peut pas copier le modèle de la révolution agricole qui s'est fait dans les autres pays parce qu'on a vu en fait les désastres que ça a créés et on ne peut plus se permettre, en fait l'Afrique est tellement en retard, j'ai envie de dire, on ne peut plus se permettre de faire ça. Nous, contrairement aux autres pays, on a des matières premières qu'on jette parce qu'on ne sait pas les utiliser. On a un problème d'interconnectivité en fait. Et pour qu'on puisse régler ce problème d'interconnectivité, il faut qu'il y ait des entreprises qui acceptent d'être petites comme nous, qui décident d'être petites et d'être proches du producteur pour pouvoir comprendre comment travailler avec lui, après comment travailler avec 10 d'entre eux, 20 d'entre eux, et créer nos propres modèles. C'est comme ça que ça devrait se passer, je pense. Sarah Toumi, le danger, il existe, selon vous, quand même, de tomber dans l'agriculture intensive sur le continent africain? Bien sûr, il nous guette. Il nous guette à chaque instant, mais ça, ce sont des questions politiques. Et voilà, aujourd'hui, voilà, quand on parle avec des gouvernements africains, on voit que la tendance est plutôt vers une révolution verte, à l'image de la révolution européenne, sauf que l'agriculture européenne milieu du XXe siècle n'est pas l'agriculture africaine du début du XXIe siècle. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, 80% des parcelles font moins de 2 hectares. On est sur de l'agriculture familiale, on n'est pas sur de l'agriculture de grande surface.
Donc, on est sur l'agriculture qui est tout à fait gérable par des familles. Et étant donné la croissance démographique, étant donné la population qu'il y a sur le continent et les besoins en emploi, selon moi, les techniques agroécologiques qui donc consistent à créer tout à partir de ce qu'on a dans la ferme, son propre compost, ses propres bio-pesticides, etc. Tout ça, on peut les créer à partir de ce qu'on a, mais ça demande énormément de formation, d'accompagnement. Et là, encore une fois, c'est là que l'agritech, elle peut jouer un rôle, parce que l'accompagnement, on ne peut pas avoir un ingénieur agronome derrière chaque agriculteur africain ou européen, mais on peut avoir des outils de pilotage qui vont piloter à distance, conseiller à distance. Et selon moi, la seule façon d'évoluer vers une révolution verte chimique de l'agriculture africaine, c'est ce bottom-up, c'est que les agriculteurs africains soient conscients et soient mobilisés et organisés autour de cette nouvelle transition agroécologique. Je rebondis sur, juste pour, en fait, l'opportunité qu'on a aujourd'hui, juste pour rebondir sur ce que disait Sarah, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a le digital et il y a l'agritech, chose qu'avant, on n'avait pas. Avec une petite application mobile, je peux me positionner au milieu de mon champ, je clique sur un bouton et là, j'ai les recommandations exactes des meilleures applications, des meilleurs produits, les produits qui sont les plus disponibles, au moindre coût, etc. Donc cette opportunité aujourd'hui d'utiliser ces modèles, d'utiliser l'agritech pour guider le fermier à une intensification raisonnée de la culture, je crois que c'est l'opportunité qu'on a que les pays occidentaux n'avaient pas avant. C'est aujourd'hui que cette technologie se développe et ça se développe pour nous. Justement, en fait, en creux, ce que vous dites, c'est que ça permettra peut-être d'éviter un peu de chimie. C'est ça en creux. Est-ce qu'il y a des questions dans le public je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, moi j'en ai encore. Ne vous inquiétez pas. Non? Je vois une main. Non? Oui, voilà, madame. Une main se lève. Merci. Donc, ce n'est pas une question, mais plutôt une remarque, en fait. Comme de nombreux agriculteurs sont analphabètes, il faudrait plutôt essayer de développer des choses, technologies qui font appel à la voix et qui leur permettent de ne pas avoir à s'alphabétiser, on va dire, numériquement. Voilà, c'était plus une remarque, pas vraiment une question. C'est quelque chose qui est pris en compte en tant qu'incubateur, justement l'illettrisme, l'analphabétisation? Oui, en fait, la partie testing, tester les solutions avec les agriculteurs, co-créer des solutions ensemble, être sûr de l'expérience, que toute technologie soit vraiment adaptée par les agriculteurs. Donc, c'est la partie tester les solutions. Bien sûr, l'agriculteur est un acteur stratégique dans le développement des solutions, je dirais. Et j'aimerais juste ajouter à ce qui a été dit avant, donc aussi maintenant avec la technologie et le concept des Fab Labs, les Fabrication Labs, on a aussi développé cette facilité dans notre incubateur. Ça permet vraiment le développement, ça facilite, je dirais, le développement des solutions, des prototypes et tester avant de vraiment, pour développer des solutions adéquates qui répondent à différents besoins et c'est tout. Oui, Rafik, cette question d'alphabétisation et d'illettrisme, elle m'amène, enfin, vous allez répondre déjà sur cet aspect-là, mais c'est aussi, est-ce que la digitalisation et le numérique, ça ne va pas encore accroître les inégalités hommes-femmes? Ça peut être un sujet. On sait qu'en Afrique subsaharienne, c'est quand même souvent les femmes qui vont au champ. Est-ce que ça ne va pas accroître? Donc il y a deux questions. Est-ce que ça ne va pas accroître encore les inégalités hommes-femmes? Je réponds à la première, je réfléchis à la deuxième en attendant. Donc, effectivement, oui, effectivement, en fait, la partie de text-to-speech, speech-to-text, c'est quelque chose de très prometteur. Aujourd'hui, en fait, sur l'anglais, etc., on sait qu'aujourd'hui, la machine elle est capable de comprendre mieux du texte qu'un humain. On a dépassé en fait, le test qui permet de prouver comme quoi la technologie est mature. Le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique et dans d'autres pays, c'est que
il y a énormément de dialectes qui sont parlés. Donc, si on veut vraiment éviter le problème, il faut que l'application puisse interagir avec le fermier dans le dialecte local. Maintenant, et les langues locales. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, donc, ces langues n'ont pas encore des modèles qui sont suffisamment développés pour pouvoir en fait, arriver à atteindre les mêmes niveaux de performance que l'anglais, que le français, que le chinois, etc. Et donc, il y a énormément de travail qui se fait dans les universités sur différentes langues, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Ça a énormément de potentiel et je pense que ça résoudra le problème. Donc, pour la partie d'inégalité, effectivement, en Afrique, la plupart des femmes dans les champs, c'est des ouvriers dans les champs, c'est des femmes en fait qui cultivent leur propre ferme, etc. Et donc, c'est important que pour nous, que toutes ces applications digitales, qu'elles soient utilisables. Aujourd'hui, moi je suis dans le digital et je suis optimiste. Pourquoi ? Parce que si on arrive à prendre une application digitale et qu'on la simplifie de la même manière qu'une application telle que WhatsApp ou Facebook ou un truc comme ça, aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent ces applications, même s'ils sont illettrés, etc. Pour eux, ça permet de partager des images, appeler des gens, etc. Je crois qu'il y a une opportunité là. Si on arrive à simplifier ces applications d'agritech de telle sorte à ce qu'elles soient sur un niveau similaire que le Facebook, le WhatsApp, etc., je pense qu'on va permettre à ces gens d'utiliser ces applications et de les utiliser de telle sorte à ce qu'on puisse casser cette disparité entre les gens. Que cette question sur les femmes et est-ce que le numérique, le digital dans les champs, ça va accroître les inégalités aux femmes? Je suis sûre que ce sujet va vous intéresser, vous passionner, vous inspirer en commentaire. Au moins un. Bon, moi je travaille qu'avec des agricultrices et aujourd'hui leur challenge c'est déjà de produire mieux. Et produire mieux, malheureusement, pour le moment, on ne peut pas passer par du digital. Alors, ce qu'on fait, on utilise le téléphone en attendant d'avoir de l'intelligence artificielle qui répond ou un serveur vocal qui puisse leur répondre à toutes leurs questions en langue locale. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ça. Et il faut vraiment bien se rappeler toujours que là, tout ce dont on parle, sauf peut-être monsieur qui est à un stade avancé de technologie, ou vous, mais vraiment, on est encore au début de l'agritech. Hein. On est sur des modèles qu'on est en train de tester. Et la réalité du terrain, c'est aujourd'hui comment ces femmes, qui sont la grande partie de la main-d'œuvre agricole en Afrique, c'est des femmes. Et comment on les aide déjà à mieux produire et déjà à produire leur propre nourriture. Et ça, l'agritech n'arrive pas encore à y répondre. Sébastien Deprade. Oui, alors par expérience modeste, effectivement, toutes les solutions agtech normalement sont développées et conçues autour du besoin des producteurs ou des agricultrices, sans aucun souci. Et cette réflexion, elle est là. Est-ce qu'on va sur de l'agtech version high-end ou de l'agtech version low-tech ? Il n'y a pas forcément de réponse à ça. Il y a une adaptation face à un consommateur qui crée vraiment le marché auquel le producteur va répondre, comme le disait Sanabou tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, il y a effectivement des écosystèmes qui se créent localement et qui peuvent effectivement se dupliquer. Mais chaque écosystème est particulier. Moi, je le vois pour ma solution. Je vois d'autres solutions aussi. On est obligé de s'adapter toujours avec parfois des coûts de capteurs moins chers, avec des compromis, des abonnements qui vont réduire effectivement les risques. Bon, voilà, tous ces mécanismes qui sont mis en place effectivement pour rendre accessible la technologie pour faciliter et potentiellement produire mieux. Est-ce qu'il y a une autre question ou une remarque dans la salle? On est preneur de vos contributions éventuellement. Est-ce qu'il y en a ou pas? Non? Oui, monsieur. Je suis Brahim El-Qasser, directeur de recherche en digitalisation et smart device. Ma question, et je suis aussi le CEO du startup AgriScan, donc on développe des sensors simples pour mesurer la qualité de l'huile, l'analyse du sol,
la maturité des fruits, etc., etc. Et donc je rejoins mes collègues qu'aujourd'hui, la partie agriculture, agritech, avec la digitalisation toute seule, ça ne peut pas répondre, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre toute la chaîne de valeur, y compris les semences. Quand on regarde aujourd'hui les valeurs nutritives de tout ce qu'on mange, qui est divisé par 6 ou par 10, l'agritech ne va venir que pour améliorer et faire de la compétition sur ce qu'on produit aujourd'hui. D'accord? Parce que produire beaucoup, c'est toujours bon, mais produire bien, c'est toujours difficile. Et donc ma question à vous, aujourd'hui, parce que vous avez été sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui, comment la productrice, la femme africaine peut faire face aujourd'hui aux grosses entreprises, surtout qui font de la semence, et qu'aujourd'hui, ça commence par là. Ouais, oui. Et comment on peut faire pour essayer de leur fournir d'abord des choses qui sont prises que par les grands? Oui, Voilà, quand on sait que l'agroalimentaire a mis la main sur plein de terres en Roumanie, notamment même pour faire du bio. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple. Est-ce que quelqu'un veut répondre à monsieur sur cet aspect des choses? Oui, alors si je comprends bien, la question c'est comment la petite agricultrice africaine fait face aux grandes exploitations, c'est ça? C'est bien ça? Oui. Oui. Il y a ça, il y a aussi la partie semences. Aujourd'hui, quand on regarde en France, les gens ont commencé à revenir un peu marche arrière pour avoir des tomates bio, alors que les semences des tomates hybrides, ils donnent des belles tomates, des rendements importants, etc. Aujourd'hui, comment l'agritech peut aider ces zones africaines éloignées pour ne pas tomber dans la problématique des grosses entreprises qui monopolent aussi bien les terrains que les semences? Ben, moi, là, tout de suite, j'ai envie de dire qu'elles ne sont pas exposées à ces problèmes parce qu'elles sont trop loin, en fait, de tout ça. Elles cultivent un jardin qui fait 500 mètres carrés et elles prennent les semences qu'elles trouvent en général, le gouvernement donne des semences et c'est les semences qui marchent le mieux dans leur zone. Donc, elles n'ont pas toute cette réflexion autour du bio, autour du pesticide et tout ça. Elles sont vraiment, elles travaillent avec ce qu'elles ont. Maintenant, c'est sûr que nous, par exemple, dans notre approvisionnement, on a fait des tests sur les pesticides. Il y a très peu de pesticides dans ce qu'elles utilisent parce qu'elles n'ont pas accès aux pesticides. C'est cher, elles ne veulent pas les acheter. Et heureusement pour nous, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas encore exposé à ça. Ce qui fait qu'il y a aussi une opportunité là-bas. Pour moi, il y a une opportunité. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui vont aller vers le bio. Il y a beaucoup de terres qui sont achetées pour cultiver du bio. Alors qu'en Afrique, il y a plein de terres qui finalement sont très proches du bio et qui ne sont pas utilisées. Voilà. Donc, juste pour revenir sur le même point, mais pas pour les gens qui font la culture vivrière. Donc, c'est des gens qui sont un peu plus grands que les 500 mètres carrés, mais qui ont la compétition sur le marché. Donc, je crois que l'opportunité du digital ici, c'est la fédération, l'agrégation de ces petits fermiers. Aujourd'hui, donc, on peut monter un marketplace, on peut monter des plateformes digitales qui vont permettre à tous ces fermiers d'agréger un petit peu les récoltes et de pouvoir trouver des acheteurs en fait, avec qui ils peuvent négocier en fait, de meilleurs prix, assurer qu'ils vont vendre leurs produits, leurs récoltes, etc. Donc il y a énormément d'opportunités. Par exemple, sur le marché, il y a quelques mois, j'étais au Ghana, donc il y avait une grande conférence sur l'agriculture. Et dans les tendances des startups aujourd'hui en Afrique, la tendance numéro 1, c'est les marketplaces. Et les marketplaces, pourquoi? Parce que ça permet de donner du pouvoir aux petits fermiers en agrégeant un petit peu leurs achats, leurs négociations avec les banques pour des taux de financement et puis aussi les débouchés pour vendre un petit peu les produits qu'ils produisent. Donc l'agritech et le digital, je crois que ça peut aussi jouer ce rôle de fédérateur, d'agrégateur pour eux.
le digital, il va peut-être être utile aussi, notamment sur le continent, où les parcelles ne sont pas toujours très bien définies, puisqu'on sait qu'il y a des yeux qui lorgnent sur les terres arables sur le continent. Ça peut peut-être aussi être important que le digital aide justement à délimiter les parcelles pour que les agriculteurs africains notamment ne se retrouvent pas spoliés de leurs terres. Oui, je sais que ça aide beaucoup en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, dans la filière du cacao, il y a certaines zones qui sont des forêts classées. Ouais. Et donc, pour tracer ces produits, ces zones-là, le digital aide beaucoup. Donc, je pense qu'il y a une start-up qui aide une certaine coopérative en Côte d'Ivoire à délimiter les zones qui sont classées et où on ne doit pas prendre le cacao. Voilà. Tout à fait. Sarah Toumi, cette question de l'achat des terres, mais aussi de la délimitation des parcelles pour les agriculteurs, elle va être bientôt importante. Hein. Oui, déjà, l'accès au foncier, c'est une question. Quand on n'a pas de titre de propriété, qu'on peut être exproprié n'importe quand, et en particulier pour les femmes, parce qu'en général, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a beaucoup de femmes, quand elles se lancent dans des activités agricoles qui fonctionnent, et bien une fois que ça marche, en fait, on les pousse dehors, et puis ce sont des hommes qui prennent la place. Et donc là, évidemment, elles n'ont aucun papier qui prouve que c'était elles qui étaient là avant. Et là, l'agritech, il a un grand rôle à jouer. Mais aujourd'hui, bon, moi, personnellement, je ne connais pas de... Je sais qu'il y a des startups qui travaillent là-dessus, mais je ne peux pas vous citer d'exemple. Il faudra chercher sur Google. En fait, cette problématique de délimitation des parcelles, c'était un des sujets de recherche sur lequel on avait travaillé au niveau du Digital for Research. Et donc, en fait, le principe est très simple, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir avec nos propres yeux, l'ordinateur peut le voir aussi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des images satellites, on les a passées dans des algorithmes de machine learning, et ça a permis, en fait, pour le Maroc, je crois qu'en une nuit, on avait parcellisé 4 millions d'hectares au Maroc. Et aujourd'hui, cet algorithme, je peux le faire tourner sur le reste des parcelles. Bon, nous, on était plus intéressés un petit peu pour la faisabilité de la chose, mais c'est complètement faisable. Et je pense que ça a énormément d'opportunités dans les pays africains où il n'y a pas vraiment partout un service de cadastre qui va nous permettre de faire les délimitations, etc. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Donc on va conclure sur ces mots, parce que c'est vrai que si on n'a pas de terre pour cultiver, on a beau avoir tout le numérique de la terre, ça ne va pas être simple. Donc moi je pense que l'enjeu c'est aussi la protection des terres. Et ça, les gouvernements vont devoir se pencher dessus parce qu'il y a des gros pays dans le monde qui lorgnent. Et ça va être pas facile de résister au dollar ou même peut-être au yuan. Voilà, je vais viser personne en particulier. En tout cas, je voulais vous remercier, Sarah Toumi, Rafik El Alami, Sébastien Deprade, Christelle Khalil et Sénabou Dieng. Je voulais vous remercier d'avoir pris part à cette table ronde. Merci. Et puis, je vais passer... Ah, il y a une dernière question ? Ah, mais je n'avais pas vu, pardon. Ah, désolée, pardonnez-moi, je suis désolée. Oui, désolé aussi. Non. Je n'ai pas bien écouté la réponse de ce monsieur sur la limitation des parcelles grâce à la digitalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, s'il vous plaît ? Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un concept aujourd'hui très simple. C'est que si vous mettez une image que vous êtes capable de reconnaître en tant qu'humain ce qu'il y a sur cette image, l'ordinateur est capable de faire ça. Donc, il y a des tests, en fait, des compétitions Kaggle, et on a prouvé au fait que le test de Turing de reconnaissance d'image a été dépassé. Donc, aujourd'hui, l'ordinateur est capable de reconnaître tout ce qu'il y a sur une image qu'un humain est capable de reconnaître. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de prendre plusieurs images et d'annoter certaines images, de dire voilà la délimitation, ça c'est une autre délimitation, et puis on laisse la machine faire le reste. On fait la phase d'apprentissage, donc on va lui donner des milliers d'images annotées, et puis lui il fait le reste. Donc on lui donne n'importe quelle image satellite avec en fait, des parcelles, et il va pouvoir nous donner en fin de compte la délimitation exacte. Donc c'est ça un petit peu la technologie. Et maintenant, en fait, comme j'ai dit, on avait développé un modèle il y a presque une année et demie, donc qui nous a permis de faire plus de 4 millions d'hectares au Maroc. Ça va, monsieur, la réponse vous satisfait ? Vous pouvez revoir Rafik après. Ah, vous n'avez plus de micro maintenant. Ça, c'est la censure, vous voyez ?
Tout à l'heure, vous aviez plus le temps, je vous coupais la parole, et maintenant c'est le micro. Non, le seul problème, c'est comment les images peuvent être mises sur une parcelle déterminée. Il va vous expliquer ça, Rafik, je suis sûre qu'il va le faire très très bien. Après, faites un petit cours du soir, d'accord, avec une feuille, un stylo. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir pris part à cette table ronde. Merci.